Je suis assis dans une pièce différente de celle dans laquelle vous vous trouvez. J'enregistre le son de ma voix et vais la diffuser sur des haut-parleurs encore et encore. Non, je ne suis pas en train de vous expliquer le processus d'enregistrement d'une vidéo d'Isilande. Il s'agit ici d'une œuvre un peu spéciale d'Alvin Lucier. Je suis assis dans une pièce ou I am sitting in a room en anglais. I am sitting in a room est sûrement l'une des pièces les plus connues d'Alvin Lucier. Composée en 1969, elle arrive assez tôt dans son répertoire de créateur et consiste en un processus très simple. Enregistrer un texte à voix haute dans une pièce, puis diffuser l'enregistrement via des haut-parleurs dans cette même pièce, enregistrer la diffusion et recommencer autant de fois qu'on veut. Je suis assis dans une pièce différente de celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je suis assis dans une pièce différente de celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je suis assis dans une pièce différente de celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je suis assis dans une pièce différente de celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Quant au contenu du texte, composé par Lucier lui-même, il n'est pas sans importance. C'est un texte méta, c'est-à-dire que le texte raconte ce qu'il se passe quand on le lit. Je suis assis dans une pièce différente de celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement. J'enregistre le son de ma voix et vais la diffuser sur des haut-parleurs, encore et encore, jusqu'à ce que les fréquences résonantes de cette pièce se renforcent et que le contenu et la signification de mon discours, à l'exception peut-être du rythme, soient altérés puis détruits. Ce que vous entendrez alors seront les fréquences de résonance naturelles de la pièce, articulées par la parole. Je considère cette action non pas comme la démonstration d'un fait physique, mais plutôt comme un moyen de lisser les imperfections de mon élocution. Ici, on aime beaucoup Alvin Lucier, et ce n'est pas la première fois qu'on évoque son répertoire musical. Alors, avant d'aborder la suite, on va vous faire un bref résumé de qui est Alvin Lucier. Alvin Lucier, c'est un compositeur américain qui est né en 1931. Il avait un style plutôt néoclassique et il a fini par verser du côté de la musique expérimentale. Ce qui est particulier chez lui, c'est le fait de vouloir révéler l'espace grâce au son. Ce qu'il voulait, c'est réussir à transmettre une impression sonore. Selon lui, c'est beaucoup plus compliqué de rendre une impression sonore que de rendre une impression de lumière. Il n'a jamais vraiment lâché les instruments classiques. Mais il a aussi utilisé effectivement de la technologie. C'était un moyen plus rapide d'obtenir un résultat tangible en termes d'impression sonore. Ce qui est particulier dans sa manière de composer, la manière dont il construit ses pièces, c'est l'utilisation de technologies comme quasiment unique point de départ ou point de relais. C'est-à-dire que le son va venir d'un appareil, il va évoluer dans la pièce et il va arriver aux oreilles des auditeurs. Et pour ces pièces les plus célèbres, c'est à peu près tout ce qui se passe. L'intention de départ, elle peut être un tout petit peu complexe, mais le dispositif, finalement, est assez simple. I'm sitting in a room, c'est un micro, une pièce, un enregistreur. Et c'est tout. Reprenons la partition. Lucier termine en disant qu'il ne considère pas cette action comme la démonstration d'un fait physique. Et pourtant, c'est exactement le contraire de ce que je vais faire dans cette vidéo. On va décortiquer la physique qui se cache derrière la pièce musicale. I Am Sitting in a Room est une œuvre qui évolue grâce à trois phénomènes: l'écho, les interférences sonores et la détérioration du signal. Vous êtes sûrement déjà allé à des spectacles ou des concerts en intérieur, voire en extérieur. Et vous avez peut-être même déjà vu plusieurs fois la même œuvre dans des salles différentes. Si c'est le cas, vous aurez peut-être remarqué que le rendu auditif de l'œuvre était différent lui aussi. Et ça, c'est dû à l'acoustique du lieu, c'est-à-dire la façon dont l'endroit réagit au son. Oui, parce que jusqu'ici, on s'est beaucoup attardé sur la production du son, mais on n'a pas du tout parlé de l'importance de l'environnement. On va prendre un exemple tout simple. Vous connaissez l'écho. Eh bien, c'est un phénomène sonore dont vous n'êtes pas directement responsable. C'est la géométrie de l'environnement qui fait l'écho.
Les espaces susceptibles d'en produire sont des environnements vastes et encaissés comme de grandes salles. Une fois émises, les ondes sonores se déplacent dans l'environnement. On a vu dans notre premier épisode qu'elles résultent de la propagation d'une vibration comme celle des cordes vocales, d'un instrument ou de n'importe quel autre objet. Mais que se passe-t-il lorsqu'elles atteignent un obstacle, comme un mur par exemple? Au contact de l'obstacle, une partie de l'énergie de l'onde sonore, que l'on appelle l'onde incidente, va être absorbée et une autre réémise sous la forme d'une nouvelle onde sonore, une onde réfléchie. Les caractéristiques des ondes réfléchies peuvent être très différentes de celles de l'onde incidente. Leur volume est toujours plus faible, parfois au point d'être inaudible. Leurs fréquences sonores peuvent être en dehors du spectre audible par l'oreille humaine, voire la direction prise par l'onde réfléchie peut être très différente. En gros, la plupart du temps, on n'entend pas une onde réfléchie. Maintenant, si cette fois l'onde est directement réfléchie dans le sens opposé de l'onde incidente, et si la fréquence réémise est très proche de la fréquence d'origine et que la part de l'énergie absorbée par l'obstacle est très faible, alors il y a de grandes chances que l'on entende l'onde réfléchie. C'est ça que l'on appelle l'écho. Et ça, les salles de spectacle veulent à tout prix l'éviter et rivalisent d'inventivité pour contrer cet effet sonore malvenu. Un peu comme l'effet Larsen que l'on a pu voir dans un épisode précédent, l'écho est un parasite. Pour lutter contre, il est important de choisir des matériaux de construction qui absorbent suffisamment le son et de prévoir une géométrie qui disperse les ondes réfléchies hors du public. Il y aura toujours de l'écho. L'idée étant de le minimiser le plus possible pour qu'il ne dérange pas. Ainsi, quand on lit le texte d'Alvin Lucier, le micro enregistre notre voix, mais également l'écho généré par la pièce où l'on fait la performance. On a ainsi une superposition du premier discours et de l'écho de ce discours. À la deuxième diffusion sont donc enregistrés le premier discours, son écho, mais également l'écho de l'écho, et ainsi de suite. On a ici notre première altération de l'enregistrement. Et pourtant, tout ce chevauchement de son ne donne pas qu'une version amplifiée du discours. Il est donc nécessaire d'aborder la question des interférences. Un plus 1, ça fait 2. C'est basique et élémentaire. Et pourtant, en mécanique, additionner deux ondes sonores, ça ne fait pas toujours un résultat aussi simple. Reprenons notre modèle, cette forme de vague qui représente l'amplitude et la fréquence de l'onde. Les ventres, soit les bosses et les creux, représentent les endroits de l'espace où l'air se comprime et où il se détend. Entre les deux, au nœud, l'air est immobile. Imaginons le cas idéal où un instrument émet une note pure. Et maintenant, supposons qu'on est dans la pire salle de concert et que l'écho y est maximal. Lors de l'enregistrement, le micro capte à la fois l'onde émise par l'instrument, mais aussi l'onde de l'écho. Si je synchronise les bosses et les creux, le son est plus fort, on a une interférence constructive. En revanche, si une bosse et un creux se font face, le son sera plus faible, car l'air sera à la fois détendu et comprimé. Deux actions contraires qui ont pour conséquence une diminution du signal sonore. L'interférence est alors destructive. Et là, on était dans le cas simple d'une note pure avec un écho parfait. Mais si l'écho altère la fréquence du son, par exemple en rendant l'écho plus grave ou plus aigu que la note initiale, alors les interférences entre les deux ondes sont multiples et le résultat final ne ressemble en rien à ce qui était initialement prévu. Imaginez maintenant que les interférences se fassent alors non pas entre des notes pures, mais entre une voix imparfaite et un écho imparfait lui aussi. Les interférences se mélangent alors dans une joyeuse cacophonie où il est difficile de reconnaître les mots passés quelques enregistrements. L'écho dépend de la géométrie de la salle et les interférences aussi. C'est le sens de la phrase « Ce que vous entendrez alors seront les fréquences de résonance naturelles de la pièce articulées par la parole ». Selon la position relative du micro et des haut-parleurs par rapport aux parois de la salle, les interférences seront un coup plus destructives et un coup plus constructives. Le résultat sera le même de toute façon. Un peu comme si vous retourniez dans un stade sud-africain rempli de vuvuzela. Il y a enfin un tout autre acteur de la dégradation des enregistrements, et c'est le support d'enregistrement lui-même. De même qu'il n'y a pas d'acoustique parfaite, il n'y a pas d'enregistreur parfait non plus. En 1969, le support d'enregistrement utilisé était un magnétophone. La performance était donc enregistrée sur un support magnétique. Le CD n'existait pas encore, et le format numérique encore moins. Finalement, on peut voir I Am Sitting in a Room comme un jeu du téléphone arabe. Au début, le discours est intelligible et compréhensible. Puis, à force d'intermédiaires, il se déforme et perd de son sens. Il se passe un peu la même chose avec les images.
Imaginons que vous preniez une photo. Maintenant, faites une capture d'écran de cette photo. Il n'y a pas vraiment de différence perceptible. Alors recommençons et prenons cette fois-ci une capture d'écran de la capture d'écran et on recommence ainsi de suite. Petit à petit, on va voir apparaître des défauts dans l'image jusqu'à ce que votre photo de départ soit trop dégradée pour être reconnaissable. Ici, pas d'écho, pas d'interférence. Et pourtant, le résultat est bien le même. Aucun support d'enregistrement ne peut rendre compte de toutes les subtilités d'un son ou d'une image. La qualité du micro, le format de compression, la taille des bandes de fréquences enregistrées, tous ces paramètres limitent la reproduction à l'identique des œuvres. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du support de diffusion, mais un haut-parleur non plus, ça ne reproduit pas un son parfait. Même la hi-fi n'est pas 100% fidèle. On a décortiqué la performance de Lussier et vous avez trouvé ça très intéressant, je n'en doute pas. Mais finalement, est-ce que ça nous a aidé à comprendre le sens que Lussier voulait donner à son œuvre? N'a-t-on pas dénaturé son propos? Nous sommes partis de cette courte phrase et nous avons appliqué son contraire. Je considère cette action non pas comme la démonstration d'un fait physique. Lussier justifiait sa performance comme un moyen de lisser les imperfections de son élocution. Il fait ici allusion à toutes les petites imperfections de notre diction, les respirations, les déglutitions, les variations de ton, que nous avons tous. Mais le processus d'enregistrement successif permet également de dissimuler un trouble de la parole dont Lussier souffrait, le bégaiement. Ainsi, I Am Sitting in a Room est une façon de réduire son trouble, de le guérir partiellement via une performance artistique. Cette perspective est d'autant plus parlante qu'elle nous rappelle que beaucoup d'artistes, dont la voix est pourtant le métier, sont atteints de bégaiement. Parmi eux notamment John Scatman, qui lui a fait exactement le contraire de Lussier en rendant son bégaiement iconique dans ses œuvres. On connaît déjà la musicothérapie, une démarche de soin par l'écoute et la pratique de la musique. Ici, Lussier ne cherche pas tant à soigner qu'à mettre en valeur son trouble de la parole au sein d'une œuvre musicale. Bégaiement ou pas, la voix se met au service de l'espace acoustique pour en révéler les caractéristiques physiques. Et ce dernier le lui rend bien, puisque toutes les défaillances vocales sont lissées et uniformisées. I Am Sitting in a Room est finalement adapté à toutes les voix, tous les talents. Parce qu'à la fin, c'est l'espace qui compose.